Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire la petite FAQ après la victoire du Barça contre l'Atlético. Voilà, chacun son tour. C'était l'analyse hier, cette fois-ci c'est la FAQ. On y va, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Donc vous connaissez le principe, FAQ, question, réponse, voilà. Naturellement, on fait ça en freestyle, rien n'est préparé, je vais essayer de répondre à un maximum de questions, je ne pourrai pas tout prendre évidemment, merci à tous ceux qui ont participé déjà, ça fait plaisir. Désolé pour ceux que je ne pourrais pas choisir, les questions que je ne pourrais pas prendre, désolé d'avance. On commence direct avec Henri qui dit: on touche du bois pour que Cubarsí ne se blesse pas avec le sacré de la Fuente, de la Pampa. Toucher du bois, effectivement. Ouais, j'espère. Cubarsí est dans un bon moment, très jeune encore une fois un jeune du Barça qui est appelé assez tôt avec la sélection, encore un jeune talent qui va peut-être porter cette équipe d'Espagne qui manque cruellement de talent, mis à part ceux du Barça évidemment, mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir aussi de voir que les joueurs du Barça sont tellement talentueux qu'ils sont appelés avec leur sélection assez tôt. Ça montre aussi peut-être le manque un petit peu qu'il y a au sein de l'équipe d'Espagne. Ça correspond aussi avec les moments de moins bien du Barça et le moment de l'Espagne où l'Espagne est un petit peu moins bien, où il y a moins de talent dans cette équipe. Eh ben, ils n'hésitent pas à appeler des jeunes joueurs très tôt comme Gavi, comme Ansu, comme Lamine, comme Baldé peut-être, comme Cubarsí. Voilà, Cubarsí et Lamine encore plus jeunes, mais voilà, ça montre aussi que l'Espagne, comme je l'ai dit, manque un petit peu de talent, de joueurs confirmés à leur poste, parce que dans un monde, on va dire, dans une époque normale avec autant de talent que peut avoir cette équipe d'Espagne, Cubarsí à 17 ans, il n'aurait peut-être pas été appelé, tout comme si au Barça il y avait vraiment énormément de talent, les jeunes auraient peut-être un petit peu moins de place, mais c'est ça aussi qui fait la beauté du moment, je sais pas, du football, d'avoir besoin à un moment clé de jeunes de la Masia et de pouvoir se servir entre guillemets à la Masia et de trouver que la Masia réponde aussi, ce réservoir de talent là qui peut aider l'équipe du Barça et l'équipe nationale. Maintenant nous c'est sûr que dans un premier temps ce qu'on veut c'est surtout qu'ils jouent pour le Barça. L'Espagne, mis à part ceux qui ont un petit peu des origines espagnoles, de nationalité espagnole, mis à part ça, je pense que la plupart de la sélection espagnole ils s'en foutent un petit peu. Ensuite on a Nordine qui dit: Xavi était énervant mais il avait raison, l'arbitrage c'était un désastre. Ouais, Xavi il est un peu énervant et énervé. Sur le banc de touche il arrête jamais de se plaindre, de s'énerver sur le bord du terrain. Il s'énerve contre ses joueurs, il s'énerve contre les décisions, il s'énerve contre tout. Donc c'est un peu on en a déjà parlé un petit peu de son attitude, que ça pouvait transmettre un petit peu une mauvaise image peut-être à l'équipe, une mauvaise image un peu de lui, mais je pense que ça il s'en fout. Voilà, c'est pas forcément le bon comportement à avoir en tant que coach, en tant que leader d'une équipe. Maintenant on peut le comprendre aussi, il y a des décisions des fois d'arbitrage, c'est un peu lourd en fait. Le problème c'est assez répétitif, parce que si ça arrive une fois comme ça de temps en temps, vraiment voilà, c'est un peu je pense que le gars ne serait pas aussi énervé, mais le problème c'est un peu comme les supporters. Il y a beaucoup de supporters qui sont frustrés de l'arbitrage parce que ça arrive souvent. On a l'impression, nous en tant que supporters du Barça, pas de se faire voler, tu vois, mais en soi qu'il y ait des décisions en notre défaveur, tu vois, alors que d'autres équipes où il y a la même situation, ils ont des décisions arbitrales qui sont positives, on va appeler ça comme ça, quoi. Donc c'est un peu bizarre, tu vois, à la limite si tout le monde était arbitré de la même façon, on pourrait se dire bon bah voilà, on va dire c'est la norme, tu vois, mais bon, en tout cas de toute façon ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que l'arbitrage de toute façon est de très mauvaise qualité en Liga, on le sait. Il y a beaucoup de gens qui s'en plaignent, on l'a vu à la Coupe du Monde, la dernière Coupe du Monde, où Mateo Laos, là, un des pires arbitres de Liga, mais pourtant qui était un des soi-disant meilleurs arbitres de Liga, mais un des pires clairement, qui a arbitré de manière assez catastrophique la Coupe du Monde, quoi, et qui peu de temps après a dû prendre sa retraite à la fin de la saison parce que c'était catastrophique. Donc voilà, on montre aux yeux du monde que les arbitres de Liga, les arbitres espagnols sont non seulement incompétents, mais aussi ont des décisions peut-être un petit peu douteuses des fois, oui. Ensuite on a Youssef qui dit: encore une grosse perf de Piqué, merci à United de nous l'avoir laissé.
Belle ref, belle vanne, j'aime beaucoup Youssef. Ouais, Koubarsi, on lui a posé la question à Koubarsi si il avait des modèles un petit peu dans le foot. Il a dit qu'il regardait beaucoup, qu'il avait beaucoup regardé Puyol et Piqué, évidemment. Hein. Koubarsi, c'est un enfant du club, hein, donc voilà. D'ailleurs, normalement, je pense que je vais faire dans la semaine, je vais sortir un portrait, vidéo portrait, on m'a demandé récemment. Donc je vais sortir une vidéo portrait sur Pau Koubarsi, et voilà, ça fait longtemps que j'avais pas sorti une vidéo comme ça. Donc ouais, on lui a demandé un petit peu s'il s'identifiait plus à Puyol ou à Piqué, il a pas répondu, il a dit qu'il va essayer d'être lui-même, tu vois, il a dit ça un petit peu en rigolant, tout ça. Je trouve que c'est vraiment un bon gars, même la mentalité, il a vraiment la tête sur les épaules. Bon, ça se voit sur le terrain de toute façon, dans ses décisions, tout ça, mais en plus de ça, dans les interviews et tout, c'est pas mal ce qu'il est en train de faire. Ensuite, on a Joseph qui dit, depuis l'absence de Frenkie et Pedri, les joueurs cherchent plus la passe vers l'avant, le jeu direct. Alors j'ai vu beaucoup de choses comme ça, beaucoup de commentaires sous le débrief, tout ça, et puis je crois que là il y en a quelques-uns aussi. Effectivement, bon, il y en a qui ont oublié un petit peu, j'ai l'impression il y en a qui disent que finalement on joue mieux sans Frenkie, sans Pedri, dans le sens où je vais essayer de préciser leur pensée. Je pense hein, qu'ils parlent surtout du jeu un peu plus direct, comme tu dis, Joseph, que ça joue moins à la baballe, que ça tourne moins rond, que ça va un petit peu plus vite. Et effectivement, bon, ça dépend des joueurs, des profils des joueurs. Et évidemment, quand on voit Fermin Lopez au milieu, c'est un joueur beaucoup plus direct. C'est un joueur qui n'a pas la qualité d'un Gundogan ou d'un Pedri, par exemple, pour comparer un petit peu les postes. C'est un joueur qui n'a pas forcément cette qualité de faire le jeu, mais il compense par son dynamisme, sa façon d'attaquer les espaces, ses efforts aussi dans le jeu sans ballon, de faire tout le temps des appels. Donc c'est un joueur intéressant, mais c'est sûr que c'est pas du tout le même profil. Donc forcément, c'est pas un joueur qui va faire le jeu comme Pedri, qui va essayer comme Gundogan, tu vois. Donc quand Gundogan joue un petit peu plus bas, ça se voit moins parce que il joue le rôle de pivot et du coup en tant que pivot, bah c'est à lui de faire le jeu, de réfléchir tout ça. Donc c'est logique. Mais quand il est un peu plus haut, c'est vrai qu'il a tendance à pas forcément ralentir le jeu, mais des fois quand il estime que le jeu faut qu'il soit posé, eh ben il va poser le jeu et puis après quand il doit accélérer, il va accélérer. Généralement c'est plutôt pas mal dans ce domaine, on va dire. Hein. Et après à côté de lui, on a Sergi Roberto qui a pas tendance non plus à trop poser le jeu, qui a tendance à beaucoup jouer en une touche de balle, Sergio Roberto. Quand on lui donne la balle, il va pas chercher à garder la balle parce que il sait très bien qu'il a pas la qualité de Frenkie par exemple. Frenkie, c'est sûr que c'est un joueur qui garde beaucoup le ballon, c'est un joueur qui a confiance en ses qualités de protection de balle, donc quand tu vas lui donner la balle à Frenkie, souvent il va garder la balle, il va faire le tour sur lui-même, il va attendre, quand on va lui mettre le pressing, il va essayer de dribbler, il va pas lâcher la balle, il va essayer de faire des feintes et d'attaquer après de courir et de partir pour casser les premières lignes de pressing, tu vois. Sergio Roberto, il sait très bien qu'il est pas capable vraiment de faire ça, même si il a un jeu très vertical, Sergio Roberto, mais c'est un joueur qui, s'il a pas de solution, il va jouer en une touche, il va lâcher le ballon direct, et puis après, s'il peut y aller, il va y aller direct, tu vois, et il va tracer devant, tu vois. Et une fois qu'il va arriver devant, il sait très bien qu'il va pas pouvoir dribbler tout le monde, je sais pas quoi, donc il va lâcher le ballon et il va faire sa passe. Donc effectivement, en fonction des profils des joueurs, on a l'impression que cette équipe-là joue un petit peu plus direct, donc ce n'est pas totalement faux non plus. Après, est-ce que l'équipe a plus de qualité au milieu avec un joueur comme Sergi Roberto, Gundogan et Fermin Lopez plutôt que Gundogan, Pedri et Frenkie? Bon, j'en doute un petit peu quand même. Ensuite, on a Méchant Kamer qui dit: a-t-on déjà vu un défenseur aussi fort que Koubarsi à son âge? Franchement, non, je pense pas. Franchement, je pense pas. Après, je vous avoue que j'ai pas assisté au début de Carles Puyol, j'ai assisté au début de Gérard Piqué, mais quand il est revenu de Manchester, il était quand même plus âgé, je sais plus exactement, je crois qu'il avait pas 21 ans, quelque chose comme ça, Piqué. Donc il était assez jeune pour un défenseur, surtout par rapport à l'époque. À l'époque, on avait des joueurs qui jouaient qui démarraient quand même un peu moins jeunes que ça. Là maintenant, t'as l'impression que c'est la norme, t'as des joueurs de 17-18 ans qui deviennent titulaires, qui jouent quoi. Regardez Gavi, il est arrivé très tôt dans l'équipe, il a été appelé très tôt avec l'équipe d'Espagne, titulaire, tout le temps. Il a joué constamment, voilà. Donc c'est devenu un peu plus normal maintenant. Mais c'est sûr qu'avant, c'était plus rare quand même d'avoir des joueurs très jeunes qui étaient titulaires indiscutables direct. Et voilà, mais Koubarsi, vraiment, talent monumental. Très gros potentiel. Je sais pas jusqu'où il peut aller, on va dire. Mais faire ce qu'il fait là actuellement, à 17 ans, c'est monumental. Parce que même sans parler d'âge, c'est un défenseur excellent. Alors nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va louer les qualités de Koubarsi et en faire un petit peu des tonnes peut-être, parce qu'on est fier, parce qu'on est content et tout ça qu'un jeune de la Masia réussisse, mais on va en faire des caisses parce que ce qu'il fait là, il fait un très bon travail, mais il le fait
avec zéro expérience au haut niveau et à 17 ans. Et il arrive comme ça du jour au lendemain, titulaire, et t'as l'impression qu'il est titulaire depuis 20 ans, quoi. Et c'est ça qui est impressionnant. C'est surtout ça qui est impressionnant. Après, en soi, si Ronald, il faisait ce qu'il fait Koubarsi, eh ben on dirait juste que Ronald, il est excellent. Et que franchement, en ce moment, il est au top de sa forme et il sort que des bons matchs. C'est ça le truc. Donc Koubarsi, on en fait des caisses parce qu'il est jeune, mais non seulement, voilà, il fait ça donc en étant jeune, donc ça veut dire que c'est monumental, mais en plus de ça, dans tous les cas, c'est de l'excellent travail ce qu'il fait là. Voilà, on dirait qu'il est titulaire au Barça depuis 10 ans déjà, c'est fou. Et ensuite, on a Amine qui dit: t'es bien content, ton Joao va bien progresser. Lewis sur ce match, c'était un boss. J'imagine que tu parles de Joao Félix sur FUT. Ouais, je suis grave content. Il a pris là, c'est bon, il est passé de 89 à 91. En plus, j'avais pas vu, mais il y a une évolution. Tu peux le faire évoluer, donc il passe de 91 à 92. Donc incroyable. Lewandowski sur ce match, c'était un boss, mais pas uniquement sur ce match. Franchement, on sent que Lewandowski revient quand même de plus en plus en forme à cette fin de saison, comme un second souffle un petit peu. On l'avait vu en début de saison, c'était très compliqué. Le début de saison n'était pas phénoménal et puis c'était de plus en plus compliqué. Là, il revient bien, franchement, et c'est vraiment une bonne nouvelle. C'est vraiment une bonne nouvelle pour le Barça parce que, comme je l'ai dit, dans les grosses échéances, les moments importants de la saison, dans les matchs, chocs, tout ça, on va avoir besoin des leaders en fait. Et Lewandowski est un des plus gros leaders de l'équipe en soi, sur le papier. Si Lewandowski n'est pas au niveau, derrière, c'est compliqué. C'est très compliqué d'aller chercher des trophées, on le sait, t'as besoin d'un buteur quand même qui claque des buts régulièrement. T'as besoin du gars qui lead cette attaque, non seulement en termes de stats, tout ça, qui marque et tout ça, mais même en termes de leadership, de mental. On le voit, qui parle beaucoup aux jeunes, qui va souvent dire à Fermin, là contre l'Atlético par exemple, où il va voir Fermin, tout ça, il lui donne des conseils, il lui dit comment faire les passes, machin, il lui dit, à un moment, je crois que j'ai le souvenir du Rafinha qui fait la passe à Fermin, il fait un contrôle avant et ensuite il centre au premier poteau pour Félix, et Lewandowski il se plaint, tu vois, mais après il va lui dire, c'est pas juste il se plaint pour se plaindre, il va après lui dire regarde au deuxième poteau, tu fais la prochaine fois, tu fais une petite balle piquée direct, tu joues plus vite, machin, tu verras, je suis au deuxième. Et il y a eu une autre action dans le match, on voit Fermin Lopez dans la même situation qui déborde, qui va pour faire un centre, cette fois-ci il voit Lewandowski et il fait un centre au deuxième, sauf que le centre il est trop long, il fait une balle piquée, c'est quand Robert il a failli sortir il a failli aller faire un câlin au photographe là, il est passé par-dessus le truc, donc c'était un peu long tout ça, mais on n'était pas trop loin, tu vois. Donc Lewandowski tout le temps, on le voit beaucoup parler avec Lamine Yamal aussi, il transmet aussi son perfectionnisme, on va dire, sa façon de voir le football de manière très professionnelle, quoi, qui en veut toujours, avec une forte mentalité, et ça c'est bien de transmettre ça aux jeunes, que les jeunes grandissent pas avec des gars qui s'en foutent du foot, tu vois, ou qui ont pas de gros objectifs ou de grosses attentes, tu vois. Là c'est vraiment du haut niveau, quoi. Des mecs comme Lewandowski, comme Gundogan, eux, ce qu'ils veulent, même si des fois c'est pas le cas pour Lewandowski et tout ça, on s'en fout. C'est pas ça, c'est les mecs comme ça, les grands champions comme ça, les grands joueurs, eux ce qu'ils veulent c'est la perfection. Même si eux sont pas capables de le faire tout le temps, constamment, ils s'en foutent. Ils attendent d'eux-mêmes la perfection, mais ils attendent aussi des joueurs à côté d'eux la perfection. Et peu importe que le mec il ait 16, 17 ou 25 ans, ils veulent la perfection. Et ça, d'avoir ça aussi pour les jeunes, c'est bien aussi. C'est bien parce que ils apprennent direct le haut niveau, ce que c'est direct en arrivant, tu vois. Et c'est bien pour la suite de leur carrière. Donc Lewandowski, je kiffe, c'est très bien pour l'équipe. Donc ensuite on a Bertrand qui dit Pedri et Frenkie ralentissent le jeu ou c'est autre chose. Voilà, bon, on a pas mal de questions. On a Pedri, Lundo et Frenkie ensemble, c'est pas complémentaire. Qui tu as l'ignoré? C'est pas si c'est moi, mais j'ai l'impression qu'on joue mieux quand il y a pas Pedri, Lundo, De Jong ensemble. Je sais pas si c'est vrai, mais ça peut s'expliquer par certaines choses déjà. Déjà parlons du milieu à 4. Parlons du milieu à 4. Si on a Gundogan à la place de Fermin, prenons le match de l'Atlético Madrid, on avait un double pivot, Gundogan, Sergi Roberto, on avait Fermin en milieu intérieur dans le demi-espace droit, et on avait Joao Félix, on va appeler ça comme un quatrième milieu, pour que ça soit plus simple l'explication. Donc Joao Félix, qui est le quatrième milieu, mais qui n'est pas un milieu, qui est un 9,5, on sait pas trop ce que c'est Joao Félix, mais en tout cas c'est plus un attaquant qu'un milieu de terrain, clairement. Il est souvent attiré, on va dire, par la surface adverse, par les buts, tout ça. La preuve, il a marqué aussi. Fermin, c'est un milieu de terrain, mais c'est un milieu de terrain très offensif, souvent attiré aussi par les buts, et il a un profil aussi très vertical, comme je l'ai dit, avec un jeu très direct. Donc déjà ça fait deux milieux offensifs qui sont
très offensif. Ensuite, dans le double pivot, on a Sergio Roberto, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est un joueur un peu plus direct. Quand on prend par exemple, quand on fait la comparaison avec Frenkie de Jong, c'est un joueur qui a beaucoup plus de qualité de Sergio Roberto, qui est un meilleur joueur que Sergio Roberto, ça, il n'y a pas de problème avec ça, mais c'est pas le même style de joueur. Roberto, comme je l'ai dit, c'est pas un joueur qui va garder le ballon, c'est un joueur qui est moins en confiance techniquement, donc il va plus jouer rapidement. Une touche de balle, il va donner plus à Gundogan pour que Gundogan fasse le jeu. Frenkie de Jong, c'est l'inverse. Quand Frenkie de Jong il est à côté de Christensen, c'est à Frenkie de Jong de faire le jeu. Donc c'est plus Christensen qui va lâcher le ballon et donner la balle à de Jong pour que de Jong construise le jeu. Voilà, donc Roberto, c'est différent. Et Gundogan, à côté, c'est un joueur qui garde quand même le ballon, qui organise. C'est un peu le cerveau de l'équipe, le Busquets d'avant dans son rôle quand il est dans le rôle de pivot. Sans vraiment être un pivot, ça reste un joueur Gundogan qui a tiré vers l'attaque. Donc c'est un joueur qui aime bien attaquer concrètement. Plus que poser le jeu, construire, ça reste un joueur Gundogan qui aime bien aller vers l'avant concrètement. Parce que c'est un profil même s'il peut jouer partout, il est monstrueux, il est tellement fort qu'il peut jouer partout. Ça reste un milieu plus offensif que défensif. Donc c'est normal de soit tiré vers l'avant. Donc en gros, tout ce mélange-là fait que on a un milieu qui est un peu plus attiré vers l'attaque. Donc qui va jouer un petit peu plus vers l'avant, qui va jouer peut-être un peu plus vite, tout ça. C'est logique. Remplacer Fermin par Gundogan, on va dire que tu auras quand même moins d'appels vers l'avant, de projection dans le dos de la défense, d'appels dans la profondeur, tout ça. Félix, tu le remplaces par Pedri, ça te fait un milieu qui aime bien construire le jeu, qui est un milieu plus de construction que de finition en soi. Donc forcément, ça va être un joueur qui va plus garder la balle, qui va, sans vouloir dire que Pedri garde la balle, parce que je trouve pas trop non plus que Pedri soit un gars qui lâche jamais le ballon. Contrairement à celui qu'on va en venir, Frenkie, ou quand même, Frenkie, c'est vrai qu'il a beaucoup de mal, on en a déjà parlé. Il gagnerait beaucoup à lâcher le ballon en fait. Ça serait un joueur vraiment beaucoup plus fort s'il savait lâcher plus rapidement le ballon. Des fois, il le lâche pas, il veut pas lâcher le ballon et c'est un peu... Ça ralentit le jeu par moment, effectivement. Et puis après, Christensen à côté de Frenkie, c'est pas un Christensen, il a du mal, c'est pas vraiment un numéro 6. Donc défensivement, il apporte vraiment sans ballon, on en a déjà parlé. Avec ballon, c'est différent, c'est un joueur qui a un peu plus de mal pour jouer vers l'avant. Parce que au niveau de l'orientation de son corps, tout ça, il a un peu de mal à... Il va protéger le ballon plus qu'autre chose, donc il va jouer dos au but, tu vois, dos au jeu. Donc il va à chaque fois être tourné. Et du coup, pour se retourner et jouer vers l'avant, c'est un peu plus risqué parce qu'il n'a pas forcément cette agilité non plus d'un milieu de terrain, tout ça. Donc il va souvent jouer vers l'arrière et peut-être aussi ralentir le jeu par moment Christensen. Donc tout ça, ça peut s'expliquer assez logiquement. Maintenant, ça ne veut pas dire que Gundogan, Pedri et Frenkie ne peuvent pas jouer ensemble. Mais c'est sûr que je trouve à la limite Pedri et Gundogan sont des milieux qui peuvent un peu plus se ressembler. Alors que Frenkie, pas vraiment. Frenkie, Gundogan, c'est pas vraiment le même rôle, c'est pas vraiment le même profil non plus, donc je vois pas pourquoi ils pourraient pas jouer ensemble, tu vois. Même Pedri, Frenkie, tu vois. Ensuite, on a Johan qui pose une très bonne question. Une question assez simple. Pourquoi on ne voit pas ce Barça avant ? Eh bien, pour moi, ça s'explique assez simplement. Tout simplement parce que les joueurs avant n'étaient pas au niveau. Qu'est-ce qui a changé entre, mis à part l'annonce de Xavi qui a dit qu'il partirait en fin de saison pour essayer de faire peut-être un déblocage psychologique, d'essayer de débloquer un peu les joueurs comme ça, parce que c'est pas au niveau du football, au niveau des entraînements, tu vois. En soi, c'est l'annonce. Il essaie de déclencher quelque chose en faisant cette annonce-là, tu vois. De libérer un petit peu les joueurs. Peut-être que les joueurs avaient cette pression de j'en sais rien, de je ne sais quoi. Là, maintenant, il y a plus de pression. Les gars, moi, je me barre à la fin de la saison. C'est bon. On va jouer maintenant. Arrêtez de vous prendre la tête, on va jouer, tu vois. Donc il y a ce truc psychologique, déclencheur un petit peu. Mais qu'est-ce qui a changé entre-temps ? Entre avant l'annonce de Xavi et les semaines qu'on a vécues assez compliquées jusqu'à ce que Xavi annonce carrément qu'il parte en fin de saison. Et maintenant où on est passé face à Naples, assez au final, quand on regarde les matchs, assez logiquement. Je sais pas si on pourrait dire facilement, mais en tout cas logiquement. On bat l'Atlético Madrid à l'extérieur, donc chez eux. La dernière fois qu'ils avaient perdu, c'était en janvier 2023. C'était contre le Barça encore une fois. Donc pas un match forcément facile, on revient à la deuxième place. Donc concrètement, c'est pas le football total, c'est pas le grand Barça, tout ça, on va pas abuser non plus. Mais quand même, on voit un meilleur Barça qui a un meilleur visage et qui peut se permettre de rêver à certaines choses. Voilà, c'est tout ce que je dis. Donc pourquoi ? Qu'est-ce qui a changé ? Le niveau des joueurs. Regardez Koundé.
Koundé, il y a encore quelques semaines, c'était une catastrophe. Il y en a plein qui sont tombés sur Koundé. Moi, j'ai essayé de le défendre comme je pouvais parce que je trouvais quand même qu'il avait montré de belles choses en début de saison. Je trouvais qu'il y en avait qui l'avaient oublié ça, alors qu'en début de saison, bon, il était défenseur central. Après, il est repassé à droite. Poste qu'il aimait pas trop, ou là où il a pas trop envie de jouer. Là, il retrouve un niveau Koundé monumental. Il retrouve son niveau de début de saison, en fait, tout simplement, sauf que cette fois-ci, c'est à droite. Mais voilà, donc on retrouve un grand Koundé. Ronald, rappelez-vous de certains matchs de Ronald où, vous vous rappelez, où il avait son masque là, et où il nous sortait des matchs catastrophiques. Il faisait plein d'erreurs, des erreurs qui amenaient des buts. Très, très fébrile, le Ronald. Ça, déjà, on a retrouvé un Ronald, on a retrouvé un Koundé au top. Ça, c'est un fait. Après, on avait les cages. On avait Ter Stegen qui était plus là, on avait Iñaki Peña, donc ça, il y en a certains qui ont tendance à l'oublier aussi. Pendant un moment, on a eu Iñaki Peña au cage. Alors, malheureusement pour Iñaki, il a vécu des moments très compliqués et il a été assez cataclysmique pendant tout le moment où il a été titulaire, malheureusement pour lui. Donc, il met fin à sa carrière au Barça en quelques semaines. Et le retour de Ter Stegen a apporté un petit peu plus de confiance aussi à cette défense. Au milieu, pour moi, Gundogan a élevé son niveau de jeu, encore une fois, parce que pour moi, depuis le début de la saison, Gundogan, il apporte, il est important dans l'équipe, vraiment très important cette saison, même si voilà, il a été très sous-coté, je trouve, en début de saison. Maintenant, il y en a qui se rendent compte que Gundogan est important à l'équipe, mais il est important depuis le début de la saison. Vraiment, il a quasiment pas loupé un match, il a toujours été là, toujours apporté son intelligence. Enfin, bref, voilà. Toujours important pour l'équipe, mais je trouve que Gundogan a monté d'un cran, quoi, peut-être, ou même de 2 crans, j'en sais rien. Mais voilà, il a monté en niveau, et qui d'autre, évidemment, c'est assez évident, c'est Lewandowski. Lewandowski, c'est le jour et la nuit. Alors, il met pas des triplés à tous les matchs, mais on a un Lewandowski un petit peu retrouvé. On a une grosse différence entre le Lewandowski du début de saison, ou même d'il y a 2-3 mois, avec le Lewandowski qu'on a là, ces derniers matchs. Donc qu'est-ce qui a vraiment changé collectivement? Pas grand-chose. La seule chose qui a changé pour moi, vraiment dans la tactique, le côté collectif, c'est le replacement de Christensen au poste de 6, au poste de pivot. C'est la seule différence qu'il y a eu vraiment collectivement avec, que Xavi a apporté, c'est de mettre Christensen en 6. D'essayer de protéger cette défense qui avait énormément de mal, qui prenait des buts à tous les matchs, c'était une catastrophe. Passoire la défense. Donc d'essayer de trouver un certain équilibre comme ça, c'est le seul truc que Xavi il a fait, collectivement, dans la tactique, tout ça, dans l'animation. Tout le reste, pour moi, c'est juste des individualités qui ont monté d'un niveau. Alors la question maintenant c'est, est-ce que du coup en début de saison c'était la faute de Xavi ou pas? Rappelons-nous ce qu'on avait dit. J'avais pointé quand même pas mal de fois le niveau des joueurs qui n'étaient pas au niveau. Rappelez-vous ce qu'on disait, le Barça était une des équipes d'Europe qui se créait le plus d'occasions. Donc il n'y avait pas forcément un problème de création d'occasions, il y avait un problème d'efficacité et de finition devant. Qui est l'attaquant? C'est Lewandowski, qui maintenant est au niveau et claque des buts, alors qu'on a toujours plus ou moins les mêmes occasions, c'est Lewandowski. Et avant, on avait une défense, c'était une passoire. Maintenant, on se retrouve depuis certains matchs à ne plus encaisser ou à faire pas mal de clean sheets. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a changé la tactique? Est-ce qu'on a changé de coach? Non, c'est juste que les joueurs qui avaient un niveau assez médiocre, eh bien, ils se retrouvent d'un coup avec un niveau qui était censé être le leur, ou qui était le leur la saison dernière. Donc au final, qu'est-ce qui a changé? Pas grand chose à part le niveau des joueurs. Donc est-ce qu'il faut changer de coach ou est-ce qu'il faut des fois changer les joueurs? C'est un peu assez marrant, mais je sais qu'il y en a certains, il y en a beaucoup quand même qui sont pas prêts à entendre ça. La vérité en face, des fois, elle fait un petit peu mal au visage. Tu peux le prendre peut-être comme une gifle, un revers, mais voilà. On verra comment ça va se passer la fin de saison, mais ce qu'on voit là pour l'instant, c'est juste des joueurs qui se remettent à jouer leur football et à être au niveau qu'ils étaient censés avoir depuis le début de saison, quoi, tout simplement. On va finir avec la question de Mobala Godux qui dit: penses-tu que le Barça doit garder Félix malgré qu'il choisit ses matchs? Moi, Félix, je l'ai déjà dit, je mettrai pas, je sais pas combien, là, l'Atlético qui, soi-disant, en veut 70 millions pour jouer au Félix, ou un truc dans le genre. Bon, ça, c'est une grande vanne. Pour moi, c'est n'importe quoi. De toute façon, pour moi, concrètement, il les vaut pas, les 70 millions. Peut-être sur son potentiel, mais sur son apport réel, il vaut pas 70 millions. On n'a pas forcément l'argent et le besoin non plus. On n'a pas absolument besoin d'un joueur comme Joao Félix. C'est pas ça qui nous manque dans l'équipe concrètement. Quand on regarde l'effectif,
il nous manque pas un Joao Félix, tu vois, dans le profil. Il nous manque un 6, il nous manque peut-être un ailier percutant, ou 2 même peut-être. Lewandowski il se fait un peu vieux, on va voir si... Normalement il va rester, il l'a dit, mais donc du coup, voilà, il va rester. Mais pour le futur, après, je sais pas. Voilà, il nous manque quand même de quelques joueurs, certains postes, mais je suis pas sûr que ça soit vraiment Joao Félix la priorité. Donc moi, j'attends de voir la fin de saison, tout simplement. J'attends de voir si Joao Félix, il se bouge un petit peu et qu'il est performant à tous les matchs, on va dire, ou qu'il se donne autant contre l'Atlético Madrid que contre Grenade ou Almeria ou ce que tu veux. Et là, on pourra réfléchir un petit peu, même si c'est pas moi qui décide de toute façon, mais disons que j'aurai un avis un petit peu peut-être différent. Et moi, ce que je ferais, c'est un nouveau prêt pour Félix. Dans tous les cas, pour moi, il faut pas acheter Félix là à la fin de la saison. Par rapport à ce qu'il nous a montré à l'instant T, non, t'achètes pas Félix là comme ça n'aurait aucun sens. On va voir la relation Laporta-Mendes ce que ça va faire par contre. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Passez une bonne journée.